Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence, ce qui tente à démontrer que les activités normales reprennent, si j'ose dire, ce qui fait du bien. Donc je suis très heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Invitation donc pour cette conférence préparée avec Philippe, tiens, lève-toi, mon collègue Philippe Garceau, qui est le collègue élu qui est en charge des actions de développement durable. Donc, parler aujourd'hui de transition écologique ou de transition énergétique, j'appuie sur les touches, remettez-les à 0. Je touche plus. Ça devient banal en quelque sorte. Personne ne conteste l'urgence des actions par rapport à l'enjeu climatique. Enfin, quand je dis personne, je suis excessif. Non, c'est même le poids du papier qui fait tourner. Donc remettez-le à 0, sinon tout le monde va avoir le programme avant. Ce que je voudrais, c'est situer le contexte dans lequel la municipalité a choisi d'organiser cette soirée. Les actions concernant la transition écologique sur la ville sont anciennes. Il n'y a pas eu d'effet mode. Vous avez tous eu, parce que la plupart vous êtes GIFOA, le petit opuscule qui a été diffusé il y a quelques mois, qui rappelle toutes les actions qui ont été conduites au cours des 20 dernières années. Vous avez pu constater, à travers les exemples qui sont cités, que les réalisations sont de toute nature. Il y a des petites, des grandes. Les petites, c'est l'installation par exemple de ruchers. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais encore faut-il le faire, suivre et gérer le rucher en question. Et pour une cité la plus importante, c'est le réseau de géothermie, le réseau de froid et de chaud, qui est installé sur le plateau de Moulon, qui est la plus importante opération de géothermie en France, voire en Europe. Et puis, je ne vais pas développer toutes les autres actions, qu'il s'agisse d'acquisition de forêt, du label LPO, la Ligue de protection des oiseaux, la thermographie, les circuits courts ou encore les mobilités. Ce qu'il faut retenir dans nos démarches, en fin de compte, c'est deux points qui sont essentiels et structurants. Le premier, c'est que nous essayons, avec mes collègues élus, de couvrir tout le spectre des actions liées à la transition écologique et énergétique. Alors quand je dis tout le spectre, c'est aussi bien ce qui touche à l'énergie, aux mobilités, à la biodiversité, à l'alimentation, à l'économie circulaire. Enfin, toutes les composantes sont à un moment ou un autre prises en compte. Et puis la deuxième caractéristique sur laquelle nous sommes vigilants, c'est que nous souhaitons nous inscrire dans la durée. Il n'y a rien de pire que dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, de lancer une action parce que c'est la mode compte tenu du fait que les médias en parlent. On se fait plaisir et puis 18 mois, 2 ans après, il ne se passe plus rien, donc les résultats sont voisins de 0. Donc ce qu'il faut dans les actions concernant la transition écologique, quelle qu'en soit la nature des actions, c'est s'inscrire dans le temps pour obtenir des résultats. Donc au-delà de ce qui a été fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous allons faire. Et parmi les objectifs que nous avons, il y a entre autres le souci de lutter contre la pollution lumineuse. Alors le sujet, il n'est pas complètement nouveau, puisqu'il y a eu au cours des dernières années quelques actions qui ont été conduites. Il y a eu, vous le savez certainement pour la plupart d'entre vous, ce qu'on a appelé le plan lumière, c'est-à-dire le changement de près de 4000 lanternes de candélabres publics, donc pour l'éclairage. Les anciennes lanternes rondes, les globes ronds qui éclairaient autant le ciel que le sol, avec des ampoules à iode qui étaient particulièrement énergivores. Donc tout cela a été renouvelé sur la base d'un plan qui était de mémoire quinquennal. Les lanternes ont été remplacées par des LED avec un système de baisse d'intensité lumineuse dans le courant de la nuit sur le coup de minuit. Et indépendamment de cela, on a initié déjà des démarches d'extinction totale de sites entre minuit et 5 heures du matin, des liaisons douces, des parcs, et quelques allées à la demande de responsables de copropriété. Et ce que nous souhaitons, c'est aller plus loin dans cette démarche qu'on appelle la trame noire. Alors on l'appelle la trame noire tout simplement parce qu'il y a toujours des analogies.
Dans le domaine de l'aménagement et puis de l'urbanisme, on parle de trame verte pour ce qui est de la préservation des paysages, pour faire simple, de la trame bleue pour tous les enjeux liés à l'hydrologie. L'extinction de la lumière nous plonge dans le noir, d'où l'expression trame noire, si je fais simple. Donc on souhaite aller un peu plus loin dans cette démarche. Et pour ce faire, nous souhaitons avoir des démarches de sensibilisation. Donc elles sont de deux types. La première, c'était une sensibilisation un peu choc à l'occasion de la mise en place du jour de la nuit, le 9 octobre, l'extinction complète des lumières sur la commune pour l'intégralité de la nuit. Mais l'objectif, c'était volontaire pour sensibiliser nos concitoyens à cet enjeu. Et puis, l'objectif surtout, maintenant, c'est d'aller plus loin avec une sensibilisation des uns et des autres à travers donc, cette conférence, sachant que la trame noire, j'ai oublié de le signaler, mais c'est pas neutre, elle touche à la fois à la biodiversité et à l'énergie. Donc ce sujet, on a fait le choix de l'aborder avec un conférencier, donc qui est Romain Sordello, qui est un ingénieur écologue, qui est un des spécialistes de la biodiversité, qui a un parcours diversifié en qualité de chef de projet au Muséum d'histoire naturelle, puis d'expert à l'Agence française de biodiversité. Il écrit, publie et intervient dans une multitude de contextes sur ces thématiques. Et je ne doute pas que son expérience, si j'ose dire, nous éclairera ce soir pour la suite de nos démarches. Voilà, et sans plus tarder, je lui passe le micro. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci évidemment à Gilles Furivette, Monsieur le maire, pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Je vais essayer de vous sensibiliser, comme ça a été dit, à la pollution lumineuse, ses impacts sur la biodiversité. Je ne sais pas si vous êtes familier déjà un peu du sujet. Et donc le plan que je vous propose là ce soir va être en 4 parties. On va d'abord voir la biodiversité la nuit. Je commence toujours comme ça avant de parler de pollution, puisqu'en fait, nous on arrive dans un système qui est déjà là, qui est le produit de l'évolution, avec une biodiversité qui vit la nuit, qui est habituée à l'obscurité. Donc on va voir ensemble comment ces espèces elles fonctionnent la nuit. Et puis ensuite, on arrive justement dans le système, on met de l'éclairage artificiel, parce que nous on est un animal diurne et que si on veut pouvoir voir dans le noir, eh bien, il nous faut de la lumière. Donc cette lumière, elle a des impacts sur la biodiversité, ce sera notre 3e partie. Et puis évidemment, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème pour essayer de retrouver une nuit de qualité. Alors je commence aussi très brièvement par cette actualité. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, une tribune qui est parue hier dans Le Monde. Je vous l'ai mise, parce que c'est vraiment tout frais. Donc une tribune qui a été proposée par Agir pour l'environnement, qui est une association environnementale, celle qui organise justement le jour de la nuit, donc l'événement national dont Monsieur le maire vient de parler, pour sensibiliser à la protection de la nuit, de la biodiversité la nuit. Et donc ils m'ont demandé d'être signataire parmi d'autres, et j'ai accepté volontiers. Donc une tribune en fait pour appeler évidemment à un éveil sur la disparition de la nuit et l'impact de l'éclairage artificiel, et qui pose aussi la question de le ciel étoilé. Est-ce que ce ne serait pas un patrimoine commun mondial et comment on fait pour le préserver, puisque en l'état, ce patrimoine, s'il en est un, n'a pas de statut juridique ou quoi que ce soit. Voilà. Alors dans cette première partie, donc, vivre la nuit, et ce qui caractérise la nuit, c'est en particulier l'obscurité, puisqu'effectivement, il y a une alternance comme ça de jour et de nuit, donc de périodes éclairées et de périodes obscures. C'est comme ça depuis des milliards d'années. Donc c'est un cycle naturel qui est lié évidemment à la rotation de la Terre sur elle-même, qui fait que pour un observatoire à la surface, qu'on peut considérer comme fixe, que ce soit un être humain ou un animal en général ou une plante, eh bien cet individu va voir une alternance de jour et de nuit, avec 2 périodes charnières qui sont le crépuscule et l'aube. Donc j'en parle parce qu'elles ne sont pas sans enjeu, au contraire c'est même des périodes assez cruciales. Vous allez voir que la biodiversité est très active à ces moments-là du cycle, et que nous aussi en tant qu'animal diurne on éclaire beaucoup à ces moments-là parce qu'on finit notre activité de jour ou on la commence.
Alors, cette alternance jour-nuit, donc c'est un paramètre comme ça, hyper structurant, parce que c'est comme ça depuis des milliards d'années, c'est relativement immuable, et donc l'évolution, la sélection naturelle, vous savez, le fait qu'il y ait des mutations qui apparaissent, certaines sont sélectionnées ou pas, en fonction de si elles confèrent un avantage à l'espèce, ça se fait en fonction des contraintes extérieures, et donc l'alternance jour-nuit fait partie de ces contraintes très régulières, quelque chose de très structurant, qui a donc du coup forcé l'apparition d'adaptations particulières. Et donc si aujourd'hui on regarde la biodiversité comme quelque chose de fixe, ce que ça n'est pas, mais voilà, si on fait une photo aujourd'hui à un temps T, en fait on se rend compte que beaucoup d'animaux, même la majorité quelque part, sont nocturnes. À peu près 28% des vertébrés, donc dans les vertébrés vous avez des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des reptiles, des poissons. Et puis 64% des invertébrés, donc c'est à peu près tout le reste, donc du règne animal, à la fois les insectes, les crustacés, les mollusques, les arachnides, etc., qui sont en partie au moins nocturnes. Donc ça, c'est pas sans surprise, parce que finalement, peut-être que beaucoup de gens pensent que la nuit, il se passe rien, parce que nous, justement, a priori, comme on est un animal diurne, on dort. En fait, l'activité biologique se passe en grande partie la nuit. Et si on prend le cas de la flore, on en reparlera aussi, la présence d'une période noire, d'obscurité, est fondamentale pour le cycle végétal. C'est un moment de repos, là, pour le coup, par rapport à la photosynthèse qui a lieu le jour. Alors, comment ces espèces font pour vivre la nuit ? Il y a toute, comme je disais, une série d'adaptations qui sont apparues au fil de l'évolution. La première à laquelle on peut penser, c'est qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, donc on va produire sa propre lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Alors c'est quand même assez peu répandu, peut-être parce que c'est énergétiquement coûteux de produire de la lumière, c'est un métabolisme particulier avec une enzyme qu'on appelle la luciférase. Donc on retrouve ce mécanisme chez des coléoptères, donc c'est un ensemble d'insectes, en particulier la famille des lampyridés, donc l'empire pour le fait qu'ils produisent de la lumière justement. Et dans cette famille, on retrouve les lucioles et les vers luisants. Donc je ne sais pas, peut-être petit sondage, est-ce que vous avez déjà vu des vers luisants voilà, y compris sur la commune là, de Gif. Voilà. Donc là, chez les vers luisants, ce sont les femelles qui produisent de la lumière parce qu'elles sont au sol, elles ont des capacités de déplacement très limitées. Donc c'est un moyen de voir, mais aussi surtout de communiquer entre les mâles et les femelles. Chez les lucioles, c'est l'inverse. Ce sont les mâles qui vont produire de la lumière pour se faire repérer les femelles. Et là, on a carrément affaire à une lumière clignotante chez les lucioles. Alors j'ai mis une pieuvre parce qu'en fait, on retrouve aussi cette bioluminescence chez les espèces marines. Donc c'est la magie de l'évolution justement qui fait apparaître des adaptations semblables dans des contextes très divers parce que dans le fond des océans, il fait toujours nuit. Donc c'est pas une nuit liée à l'alternance jour-nuit, rotation de la Terre. C'est une nuit liée à la profondeur, le fait que la lumière du soleil ne pénètre pas. Et donc on a aussi des pieuvres qui produisent de la lumière pour éclairer leur champ de vision. Voilà. Donc la bioluminescence, c'est une production naturelle de lumière. Autre adaptation très généralisée, c'est le fait d'optimiser le peu de lumière qu'il y a la nuit, puisque même dans une nuit naturelle, avant que même nous on produise de la lumière artificielle, il fait rarement totalement noir en fait. Il y a toujours le ciel étoilé, éventuellement même la lune qui éclaire quand même assez significativement, et donc beaucoup d'espèces vont valoriser cette luminosité ambiante par le fait d'avoir des gros yeux. Donc c'est le cas des chouettes. Je ne sais pas si vous avez déjà aussi peut-être observé des chouettes culottes sur la commune de Gif, il doit y en avoir sûrement. Oui, c'est le cas. Voilà, donc typiquement par rapport à la taille du corps, ses yeux sont très gros. Si on faisait le parallèle chez nous, on aurait des yeux énormes. Donc c'est tout simplement le principe comme un appareil photo. Plus on ouvre le capteur, plus on va avoir de lumière. Et donc là, ses yeux sont relativement gros. Ils sont placés en plus au sein de paraboles qui amplifient aussi la réception des ondes lumineuses. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme morphologique pour essayer d'optimiser la lumière naturelle du ciel étoilé. Il y a d'autres adaptations, comme le fait d'avoir aussi plus de cellules photoréceptrices dans l'œil. Donc là, c'est plutôt une adaptation cellulaire, on va dire. Et chez les mammifères terrestres, donc là à gauche, vous avez une fouine, on a carrément un tapis réfléchissant. Donc en latin, on appelle ça le tapetum lucidum, tapis réfléchissant, qui tapisse donc la cavité oculaire et qui permet de maximiser aussi en fait, la diffusion de la lumière dans l'œil. C'est pour ça que si vous éclairez un renard, un chat, une fouine la nuit, vous avez ses yeux brillants. Si vous éclairez un humain, ça ne fait rien, puisque nous, on n'a pas ce tapis réfléchissant. Donc là, toute une série d'adaptations. On pourrait aussi parler du fait que quand on parle d'obscurité ou de lumière, en fait, on fait référence à un spectre visible qui est celui de l'humain. Et donc nous, on a des capacités, somme toute, assez limitées. On ne voit pas dans l'infrarouge, on ne voit pas dans l'ultraviolet, mais certains animaux le peuvent. Donc en fait, même quand il fait noir pour nous, peut-être qu'il y a l'ultraviolet ou de l'infrarouge qui leur est perceptible.
Autre phénomène très très marqué aussi chez les espèces nocturnes, c'est le fait de se repérer avec les étoiles. Donc on a parlé déjà de la luminosité ambiante qui est produite par le ciel étoilé, mais les étoiles en elles-mêmes sont des repères. En fait, comme nous en tant qu'astronomes, on a pu identifier des constellations en disant ces étoiles, elles ont l'air brillantes, elles ont l'air d'être un peu ensemble, etc. On en fait un groupe. En fait, il faut savoir que les animaux font ça aussi. C'est un moyen de se repérer dans la nuit, puisque le ciel étoilé est quasiment l'unique repère. Donc on a ce mécanisme chez des coléoptères. Alors comme je parlais des coléoptères tout à l'heure pour les lucioles et les vers luisants, mais là c'est une autre famille de coléoptères. Donc là c'est les bousiers. Vous savez, qui se nourrissent des bousses du bétail. Ils vont rouler des boules comme ça vers leur gîte. Et quand ils font ces déplacements, alors pourtant c'est des animaux qui sont tout petits, qui font même pas 2 cm, qui sont au sol, ils vont utiliser le ciel étoilé et en particulier la Voie lactée. Ça a été démontré par des chercheurs que la Voie lactée, si vous avez eu la chance d'en voir une, enfin de la voir dans un ciel optimal, on va dire, c'est quelque chose d'effectivement extrêmement structurant dans le ciel. Et donc ça fait un axe de déplacement où on peut se repérer à gauche, à droite, etc. On retrouve aussi ce phénomène chez les mammifères marins, comme des phoques. Ça a été aussi démontré dans des publications très, très amusantes à lire, où on a des phoques dans des delphinariums, où on fait varier un planétarium au-dessus de la piscine, et on regarde comment se dirigent les phoques, etc. Donc on sait qu'ils peuvent voir les étoiles, et qu'ils peuvent s'orienter par rapport à ça. Et puis, on connaît aussi ce phénomène chez les oiseaux. Alors, c'est là qu'on commence un peu à toucher la complexité, parce que quand on parle d'espèces nocturnes, on pense justement aux chouettes, aux chauves-souris, etc. Mais là, j'ai mis une fauvette, qui est pourtant peut-être considérée par beaucoup comme un animal diurne. En fait, beaucoup de passereaux, par exemple, quand ils font leur migration, donc c'est-à-dire quand ils vont rejoindre le lieu d'hivernage par rapport au lieu de reproduction, ils vont le faire la nuit. Donc, c'est un voyage qui est parfois très très long, sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, parfois, et qui se fait 2 fois par an, au printemps et à l'automne, aller et retour. Et il se fait souvent la nuit, ce voyage, avec l'aide des étoiles. Donc c'est là qu'on commence à toucher la complexité, parce que finalement, une fauvette, on peut la qualifier d'espèce diurne pour sa reproduction, tout ça, mais en fait, quelques jours par an, elle est nocturne, et elle a absolument besoin d'un ciel étoilé de qualité, sinon elle ne pourra pas retourner sur son lieu de reproduction, par exemple. Alors pour avancer un peu aussi dans la complexité, c'est que quand on parle d'espèces nocturnes, c'est un terme finalement assez vague, et que on dirait que beaucoup d'espèces sont surtout actives en début et en fin de nuit. Donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, parce que c'est un phénomène quand même assez important pour nous ensuite en termes de gestion de l'éclairage. Ça, c'est des graphiques qui sont obtenus par des suivis. On peut équiper certaines espèces d'émetteurs, et puis on les suit la nuit, et comme ça on peut voir leur activité, à quelle heure elles sortent, à quelle heure elles rentrent, etc. Et en fait, je pense que vous voyez, on voit 2 pics comme ça, très marqués sur les graphiques. En fait, c'est les pics d'activité qui sont surtout exprimés en début et en fin de nuit, alors qu'on a affaire à une chouette. Là, c'est la chouette de Tegmalm, petite chouette de montagne qu'on a chez nous, où on pourrait dire c'est une espèce nocturne. En fait, elle est surtout active en début et en fin de nuit. On a aussi ce profil d'activité qu'on appelle bimodal chez des cervidés, par exemple, ou d'autres espèces, des chauves-souris et autres. Donc ça a posé question, parce qu'effectivement, c'est aussi à ces moments-là, des pics, qu'on éclaire beaucoup. Et puis pour finir sur cette partie biodiversité naturelle, il faut prendre conscience que cette biodiversité, justement, elle est très très sensible à la lumière. Il y a des travaux qui montrent que de nombreuses espèces vont stopper, ou en tout cas fortement réduire leur activité en période de pleine lune. Parce que la pleine lune, ça éclaire beaucoup, effectivement, et donc pour certains animaux, on estime que c'est déjà trop fort, en fait. On interprète ça comme le fait que c'est un risque d'être vu de ses propres prédateurs, par exemple. Donc ces animaux-là vont rester dans leur gîte, dans leur cavité, etc., quand la lune est pleine ou quasiment pleine, parce que la luminosité ambiante est trop forte. Alors trop forte, pourtant, c'est des quantités de lumière assez faibles. Là, on reparlera après de cette unité qu'on appelle le lux, qui mesure donc une quantité de lumière en éclairagisme. La pleine lune, c'est à peu près 1 lux maximum. Quand on est sur des éclairages artificiels, on est sur plusieurs unités, voire dizaines de lux dans certains cas. Donc on comprend bien que cette lumière artificielle va bloquer l'activité de nombreuses espèces, puisque la pleine lune déjà a une influence assez forte. Voilà, donc ça c'est le contexte dans lequel nous on arrive, si on réécrit un peu l'histoire. Donc nous on est un animal diurne, on n'a pas toutes ces capacités, on n'a pas le tapetum lucidum, on ne produit pas de la lumière naturellement par notre corps, etc.
Par contre, nos sociétés ont fait le choix de vivre la nuit. Donc c'est un choix de société, je le rappelle toujours, hein, ça n'a rien de naturel, ça ne va pas de soi en tant qu'animal diurne de vivre la nuit, mais bon voilà, c'est un choix qui a été fait. C'est vrai que ça permet de faire plein de choses, d'étirer le temps, mais on peut le faire que parce qu'on a maîtrisé l'éclairage artificiel, hein. C'est ça qui nous permet de dompter l'obscurité. Donc là, vous avez un paysage dans le pays niçois, parce que je suis niçois, c'est la vallée du Var, où on voit bien que voilà, il y a de la lumière à peu près partout, sur les infrastructures linéaires de transport, bien sûr, sur les activités de loisirs, les entreprises, les particuliers. Donc on a un paysage qui est relativement inondé de lumière. Alors à l'échelle mondiale, on a un atlas de la pollution lumineuse qui a été produit par une équipe italienne en 2016. Quand on voit une photo comme ça, on comprend effectivement que cette pollution, elle est planétaire, hein. Donc si on met de côté l'Afrique où il y a beaucoup de monde, mais aussi un retard d'électrification, partout ailleurs, dès qu'on a des humains, et plus on a d'humains, plus on a de lumière artificielle, c'est effectivement une sorte de corollaire, hein, à la densité de population, à l'urbanisation. Et donc que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, etc., on a beaucoup de pollution lumineuse. Alors si on fait un zoom sur l'Europe, voilà, donc ça c'est chez nous. Alors la légende, donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je ne sais pas, vous avez sûrement repéré où on est, hein, évidemment. Donc d'ailleurs, j'ai cherché, hein, avant de venir, Gif-sur-Yvette est vraiment à la lisière entre le blanc et le rouge là, sur l'Atlas, donc une zone de transition où on quitte une zone vraiment la pire, hein, on va dire polluée, pour aller dans une zone un peu moins pire. Donc ça c'est aussi important, ça montre que c'est un endroit où il y a des enjeux parce qu'on peut faire reculer un peu le front de la zone pire, on va dire. Mais donc dans le blanc, qui est la zone la pire en termes de pollution, eh bien en fait on a les cônes de nos yeux qui se réactivent. Donc dans les yeux, on a deux types de cellules. Les cellules qu'on appelle les bâtonnets, qui permettent de voir en nuances de gris, mais qui sont activés à peu de lumière, et puis des cônes qui nous permettent de voir en couleur, mais qui nécessitent beaucoup de lumière pour être activés. Et donc là, effectivement, de nuit, en région parisienne, on va dire, pour faire large, on voit très nettement les couleurs des gens, des voitures, des habitations, on voit les contrastes et les couleurs, ce qui n'est pas normal, là encore, hein, parce qu'en tant qu'animal diurne, on devrait voir au mieux en nuances de gris dans une nuit naturelle, même en cas de pleine lune, hein. Donc voilà, après ailleurs, dans le rouge justement, on voit beaucoup moins les couleurs déjà, par contre on a une voie lactée qui est complètement perdue, et cet atlas montre qu'à l'échelle mondiale, il y a à peu près un tiers de l'humanité qui ne voit plus la voie lactée, qui est donc notre galaxie, hein, donc c'est quand même aussi une perte culturelle et patrimoniale très importante. Alors quelques chiffres aussi, il y a une publication en 2017 qui a estimé l'évolution de la pollution lumineuse à l'échelle mondiale à peu près 2% par an. Ça, c'est qu'on regarde la surface ou la quantité de lumière. Donc les surfaces, c'est les nouvelles surfaces qui sont éclairées chaque année. Ça augmente à peu près de 2% par an dans le monde. Et ce qu'on appelle la radiance, c'est la quantité de lumière qu'on émet dans l'environnement. Donc c'est à peu près 2% aussi. Ça, c'est les chiffres mondiaux, mais si on regarde la France, c'est à peu près équivalent. Une autre publication qui a regardé, elle, la régression de l'obscurité. Et donc ça, c'est un chiffre assez effrayant. C'est qu'en Europe, entre 92 et 2010, donc même pas 20 ans, eh bien, l'obscurité a régressé d'à peu près 15%, et y compris dans les aires protégées. Les auteurs ont comparé, est-ce qu'on est dans des parcs nationaux, des réserves, etc., ou à l'extérieur. En fait, c'est à peu près pareil. Donc ça pose aussi question, puisque ces espaces protégés sont censés être protégés par définition des pressions anthropiques. Et en fait, pour la pollution lumineuse, ça marche assez mal, parce que c'est une pollution qui diffuse. Donc on peut avoir un territoire qui est très peu habité, avec quasiment, on va dire, même pas de lampadaire du tout, mais qui a une pollution lumineuse qui lui parvient donc de l'extérieur, hein. Et typiquement, c'est aussi un problème pour des communes de la région parisienne, hein, qui savent que en fait, elles seront toujours polluées, entre guillemets, par Paris, hein. Donc on a le cas, par exemple, du PNR du Gâtinais, qui a quasiment, peut-être, je crois, 100% des communes qui éteignent en cœur de nuit, donc c'est quand même assez phénoménal. Et voilà, ils savent qu'ils ne pourront pas forcément aller au-delà, c'est déjà éteint et tout le monde le fait, et pourtant le ciel ne sera jamais complètement vierge de pollution, parce que on est dans une zone globalement polluée. Donc il y a une question aussi de solidarité écologique, hein, derrière ça, qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors si vous êtes intéressé par ces données, alors c'est des données assez grossières, hein, donc c'est vraiment pour se situer globalement, mais elles sont disponibles en ligne. Vous avez deux sites internet, le premier c'est vraiment la carte que je vous ai montrée là, qui est disponible, et puis le deuxième, là, les tendances, en fait ils mettent à jour petit à petit les données d'année en année.
Donc c'est les données du satellite de la NASA hein, qui fait les photos de nuit et puis ensuite ils font ça sous forme de cette fameuse légende là de qualité du ciel. Donc on peut avoir des sortes de tendances en choisissant un endroit donné sur Terre pour voir si la pollution lumineuse a globalement augmenté ou diminué. Alors toute cette pollution, elle a des impacts dans plein de domaines évidemment. Comme vous le savez, donc les économies d'énergie, enfin les consommations d'énergie, puisque cet éclairage, il est produit par de l'électricité, et donc c'est une facture au final financière. Hein. Donc l'ADEME, qui est l'agence pour l'énergie en France, estime que l'éclairage nocturne, c'est à peu près 42% de la consommation d'électricité des collectivités. Donc c'est quand même loin d'être négligeable. Hein. Quasiment la moitié, si on étire un peu les chiffres, de la consommation d'électricité des collectivités en France, c'est l'éclairage nocturne. Donc c'est quand même important. Et après, en termes de facture, vraiment, c'est à peu près 20%. Donc là aussi, c'est pas neutre, hein, un cinquième. Bon, après, il y a plein de domaines, évidemment, donc liés au vivant, qu'on va détailler, en particulier celui de la biodiversité, mais vous allez voir, je vous en parlais un tout petit peu, qu'on est nous-mêmes un animal, hein, donc il y a aussi des questions par rapport à notre sommeil, à notre santé. Et puis, la visibilité des étoiles, hein, l'astronomie, qu'elle soit amateur ou professionnelle, et puis tout un chacun, hein, le fait de ne plus avoir accès à des paysages nocturnes de qualité, de ne plus voir le ciel étoilé, c'est une perte culturelle et patrimoniale pour tout le monde. Donc, troisième partie sur la biodiversité. Alors, dans mon métier, donc, je passe une grande partie de mon temps à lire ce que les chercheurs produisent, donc à lire des publications scientifiques sur les impacts de l'éclairage nocturne sur la biodiversité, et donc aussi de remonter un peu le fil des connaissances pour savoir depuis quand on a connaissance de ces impacts, voilà, reconstituer un peu l'historique. En fait, il y a des connaissances qui sont très anciennes. Ça m'a vraiment surpris au début. Hein. J'ai trouvé des articles qui datent de début des années 1900, voire même avant. Hein. Le plus ancien que j'ai trouvé, c'est 1888. Il n'y a pas d'erreur. C'est sur des phénomènes de collision d'oiseaux contre des tours éclairées. Alors, on n'a pas beaucoup ce phénomène en France parce que l'architecture n'est pas trop portée sur les gratte-ciel, mais aux États-Unis, oui, et ça a été vraiment des phénomènes assez massifs, visibles très tôt. Les oiseaux, donc, je vous expliquais, quand ils migrent, ils se repèrent avec les étoiles, et donc là, ils sont déviés de leur migration par les points hauts qui sont éclairés, donc notamment les gratte-ciel. On a connu ce phénomène, par contre, chez nous, par rapport aux phares maritimes, c'est un peu le même principe, hein, ça les leurre, en fait, ils sont déviés. Et puis là, donc, soit ils s'essoufflent, ils meurent d'épuisement, soit ils rentrent vraiment en collision. Donc, on peut retrouver des tas d'oiseaux comme ça, morts au pied de tours éclairées. Donc, il y a des naturalistes qui alertaient sur ce phénomène vraiment depuis déjà longtemps. Et puis, un autre phénomène aussi tout bête à observer, hein, très visible en ville, c'est le retard dans la tombée des feuilles des arbres. Puisque, on va le voir, hein, la lumière ne sert pas que à voir, c'est aussi un synchronisateur des horloges biologiques, chez les animaux comme chez les végétaux. Et donc, le fait d'éclairer des houppiers avec des lampadaires en ville, ça va retarder la tombée des feuilles. Et donc, en ville, on peut voir même au sein d'un même houppier, pour un même arbre, on a la partie qui est éclairée, qui a encore ses feuilles à l'automne, et l'autre qui ne les a plus parce que elle est plus dans l'obscurité et le cycle naturel a pu se faire. Donc là, c'est pareil, j'ai trouvé un naturaliste qui parlait de ça en 1936, hein, c'est quand même pas tout récent. Alors, ces publications, c'était surtout des constats, hein, c'était pas encore de la recherche comme on peut la faire aujourd'hui avec des études poussées, avec des protocoles de terrain robustes, répliqués, etc. Donc, pour ça, il a fallu attendre vraiment, je dirais, les années 80 pour que la recherche commence à s'intéresser à la pollution lumineuse. Et puis, ces dernières années, depuis 10-15 ans, on va dire, ça a vraiment explosé. Hein. Il y a peut-être entre 100 et 150 publications chaque année qui paraissent sur le sujet, uniquement biodiversité et éclairage, hein. Je ne parle même pas de l'aspect médecine ou autre. Donc ça devient assez compliqué à suivre d'ailleurs, mais bon, c'est très riche et ça touche à plein de domaines différents de la biodiversité, plein de groupes biologiques différents. Des relations entre les espèces, l'échelle du paysage, les déplacements des espèces dans le paysage, etc. Donc c'est très riche. Alors, un phénomène de base, hein, c'est vraiment lui qui va dicter à peu près tout le reste, c'est le phototactisme. C'est fascinant, hein, la lumière a un pouvoir sur les animaux, soit de les attirer, soit de les repousser. C'est quelque chose d'assez spontané, lié au comportement qu'on a vu au tout début des espèces par rapport à la nuit naturelle. Certains animaux se dirigent avec le ciel étoilé, donc ils ont, on va dire, un phototactisme positif. Ils sont habitués à s'orienter par rapport aux sources lumineuses. Ils vont reproduire ce comportement sur les éclairages artificiels. Donc c'est typiquement le cas des insectes. Vous avez sûrement déjà vu ce phénomène.
dénué d'insectes. On en voit même beaucoup moins parce que y a des populations d'insectes se sont effondrées, mais bon, on en voit encore quand même, hein, notamment l'été, on allume une lampe sur la terrasse, dans la campagne, on a tout de suite des papillons de nuit qui arrivent. Voilà, c'est ce phénomène de phototactisme positif qui piège les animaux. Ils ne pourront plus sortir de cet environnement lumineux, ils vont mourir d'épuisement, de surchauffe, etc. À l'opposé, on a une répulsion, donc d'autres animaux qui, eux, sont complètement repoussés par la lumière, qui ont une sorte de phobie par rapport à la lumière. Donc là, ça renvoie plutôt au phénomène que j'évoquais tout à l'heure, des animaux qui vont réduire leur activité en période de pleine lune. Hein, ils vont fuir la luminosité, on comprend, on estime que c'est parce que c'est un moyen de ne pas être vu de ses prédateurs, hein, comme je disais, de réduire le risque de prédation. Donc on retrouve ça chez les rongeurs, par exemple, hein, qui sont effectivement en bas de la chaîne alimentaire, qui ont beaucoup de prédateurs, mais on retrouve ça aussi chez les chauves-souris, qui sont elles-mêmes des prédateurs. Donc en fait, bon, voilà, c'est un mécanisme un peu d'aversion par rapport à la lumière, qu'on a du mal à expliquer, hein, mais qui est bien réel, qui agit à distance évidemment, puisque, encore une fois, la lumière se voit de loin, donc certains animaux vont éviter complètement les zones parce qu'elles sont éclairées. Donc voilà un peu l'illustration du phénomène d'attraction. Donc là, c'est un effet démographique. En fait, on fait un piège écologique, un puits écologique. On attire, sans le vouloir à la base évidemment, hein, les animaux dans les éclairages, et donc on les condamne à cet endroit-là. Alors, ça a été montré que ce phénomène d'attraction, il marche déjà à des quantités de lumière très faibles. Vous avez peut-être dans votre jardin des petites veilleuses solaires qui font une très faible lumière, c'est plutôt un balisage. En fait, ça a été montré que c'est déjà suffisant pour attirer des coléoptères, encore une fois, des insectes. Donc voilà, un phénomène de piégeage. Et puis, à l'inverse, les espèces qui sont repoussées par la lumière, chauves-souris, rongeurs, d'autres mammifères terrestres, ça a été montré aussi chez des pumas, par exemple, aux États-Unis, hein, voilà, sur plein d'espèces à l'échelle mondiale. Les lucioles et les vers luisants aussi, ça a été bien montré, parce que bon, comme ces espèces, elles utilisent la lumière elles-mêmes pour communiquer, ça ne marche que si l'environnement il est noir autour. Parce que sinon, si elle clignote la luciole dans un environnement qui est déjà lumineux, on voit plus du tout son message. Hein. C'est comme si moi, là, je parlais dans la pièce alors qu'il y a de la musique, plein de gens qui parlent, vous allez plus discriminer ce que je dis. Donc la lumière étant un signal, il leur faut vraiment un environnement très sombre. Donc elles évitent complètement les zones éclairées, c'est l'objet de ce graphique qui montre que quand on éclaire, quand on allume les lampes, tous les vers luisants se retrouvent en dehors des lampes. Hein. Et puis donc ce fameux phototactisme va avoir des conséquences sur les relations entre les espèces, puisque la biodiversité, hein, vous avez compris, c'est pas quelque chose de figé, c'est des relations entre les espèces. Il y a la relation de base, qui est la relation mangeur-mangé, hein, proie-prédateur. Et donc, le fait d'attirer les insectes dans les lampadaires, c'est pas neutre, hein, parce que les insectes sont évidemment des proies pour de très nombreuses espèces, qui sont elles-mêmes nocturnes, qui n'aiment pas non plus la lumière, mais qui sont capables de faire un compromis, on va dire, parce que il y a le bénéfice quand même d'avoir au même endroit, tous les jours, à la même heure, dans le lampadaire, un garde-manger à disposition. Donc c'est quand même un gain de temps et d'énergie, autant d'énergie qui n'est pas mise dans la chasse. Hein. Donc au sein des chauves-souris, alors que c'est un groupe quand même très sensible à la lumière artificielle, on a quelques espèces comme ça qui, pour l'alimentation, tirent parti, entre guillemets, de l'éclairage pour se nourrir. Mais on connaît aussi ce phénomène chez les araignées, par exemple, qui vont tisser des toiles sur les lampadaires. Ou des geckos dans le sud de la France, donc des reptiles qui vont stationner près des éclairages parce que ils ont bien compris qu'il y avait à manger. Et aussi chez des animaux diurnes, hein, donc des faucons pèlerins par exemple, ça a été mentionné dans certaines villes de France, vont continuer à chasser les pigeons en ville parce que l'éclairage est là et donc ils continuent en quelque sorte leur activité de jour. Alors, il faut vraiment faire gaffe quand on parle d'avantages ou de bénéfices, parce qu'effectivement, à la base, on pourrait se dire tant mieux pour ces espèces, elles ont plus à manger, elles ont moins de temps de chasse, etc. Sauf que quand on fait ça, on déséquilibre complètement la relation proie-prédateur, qui est une relation très subtile. Hein. Si on prélève toutes les proies, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc c'est aussi normal que les prédateurs aient du mal à chasser, ça fait partie du jeu. Et donc si on la met à disposition à manger tous les jours au même endroit à la même heure, en fait, on déséquilibre complètement, on triche, entre guillemets. Hein. Donc on va vidanger petit à petit les populations de proies au bénéfice des prédateurs. Prédateurs qui d'ailleurs peuvent avoir aussi d'autres problèmes, hein, puisque le fait qu'un faucon pèlerin soit actif la nuit, c'est pas forcément bien pour lui non plus. Il a normalement besoin de se reposer la nuit, etc. Donc en fait, quand on fait ça, on tire un fil qui déstabilise tout le système, donc c'est pas forcément favorable. Autre relation aussi très importante, c'est la pollinisation. Faut savoir qu'à peu près 90% des plantes à fleurs sont pollinisées par les insectes. Hein, donc la pollinisation par le vent ou l'eau, c'est assez marginal. C'est beaucoup les animaux et en particulier les insectes.
Et on l'a vu tout à l'heure, 65% des invertébrés sont nocturnes. Donc dans les invertébrés, il y a quand même pas mal d'insectes. Donc en fait, on le dit peu, dans les médias, etc. On parle beaucoup des insectes par rapport aux pesticides. Et c'est à juste titre. Les pesticides sont a priori la première menace d'effondrement des populations d'insectes. Mais l'éclairage est sûrement juste derrière. Parce que effectivement, les insectes sont massivement piégés dans les lampadaires. Et en ricochet, ça va altérer les plantes, puisque s'il n'y a pas de pollinisation, le cycle végétal est coupé. C'est la pollinisation qui va permettre ensuite la reproduction, donc la formation de graines et de fruits. Donc là, les végétaux sont impactés directement parce que le vecteur de pollinisation, qui est en grande partie l'insecte, est bloqué par la lumière artificielle. Autre phénomène, donc là on dézoome un peu, c'est l'échelle du paysage. C'est un phénomène dont on parle depuis peu, mais qui est la fragmentation des habitats par la lumière. Alors, on connaissait bien la fragmentation des habitats par des structures physiques, les routes. Monsieur le maire tout à l'heure a parlé de trame verte et bleue, on va y venir petit à petit. C'est vraiment ça qui motive la trame verte et bleue à la base, c'est la fragmentation des habitats. Le fait que les espèces aient besoin de se déplacer dans un paysage pour faire leur cycle de vie, et que les routes, les voies ferrées, les habitations, le béton en général, occasionnent des ruptures à ces déplacements. Donc ça, on connaissait bien depuis longtemps, mais maintenant on sait aussi que la lumière artificielle, alors que c'est quelque chose d'intangible, ça va avoir le même rôle qu'un mur quasiment pour certains animaux qui ne pourront pas traverser une route du fait qu'elle est éclairée, et pas uniquement parce que c'est une route. Il y a vraiment un effet additionnel de la lumière. Alors c'est vrai que visuellement c'était évident, quand on prend un paysage comme ça, la lumière qui est associée aux infrastructures de transport, donc aux routes, elle crée une infrastructure linéaire de lumière, donc qui sectionne assez brutalement l'obscurité. Ça se voit bien. Par contre, on ne savait pas si d'un point de vue fonctionnel c'était vrai. Est-ce qu'il y a vraiment des animaux qui sont incapables de franchir cette route éclairée? Maintenant on sait que c'est vrai. Ça a été montré pour des amphibiens, par exemple, pour des mammifères, dont les chauves-souris et autres. Donc voilà, il y a une fragmentation de la nuit liée à l'éclairage artificiel. Pour expliciter un peu plus le phénomène, il est toujours lié, encore une fois, à ce fameux phototactisme. Si on prend le cas d'une route, les animaux qui vont être attirés par la lumière vont être collés sur la route, surtout sont linéaires, ils ne pourront jamais la traverser. Donc c'est le cas des insectes, on a même parlé de vacuum effect en anglais, donc d'effet aspirateur. En fait, on vidange petit à petit tous les milieux qui sont sur le bord de la route, et les insectes se retrouvent piégés sur la route. Et les espèces qui fuient la lumière, elles vont fuir la lumière sur tout le linéaire de la route, elles ne pourront jamais trouver de trous et noirs pour traverser. Donc ça a été montré effectivement par exemple chez les amphibiens, qui aussi pratiquent une migration à l'automne et au printemps, la nuit donc, et ils sont heurtés par les routes qui sont éclairées. Et puis donc voilà, la chronobiologie, alors ça on change un peu de domaine, mais c'est encore un autre type d'impact vraiment important. Donc la lumière, comme je vous disais, elle ne sert pas que à voir, c'est ce qu'on appelle un synchronisateur biologique. On a tous des horloges biologiques, tous les animaux, mais aussi les végétaux. C'est ça qui nous permet d'être en cohérence avec ce qui se passe à l'extérieur, l'alternance jour-nuit. Donc c'est mieux de savoir, par exemple, que la mauvaise saison arrive, que la nuit devient plus longue, etc. Ça c'est l'alternance jour-nuit qui nous le dit. Et on sait maintenant que le fait d'être soumis à l'éclairage artificiel va déstabiliser ce cycle. Tout simplement, on fausse les horloges biologiques. Donc chez les végétaux, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la tombée des feuilles. Donc là, c'est un arbre dans une rue à côté du muséum. À Paris, on voit à droite du houppier encore les feuilles parce que c'est éclairé. À gauche, c'est pas éclairé, il n'y a plus de feuilles. Donc la tombée des feuilles, c'est une étape assez cruciale dans le cycle biologique végétal. Et elle est dictée par le fait que l'alternance jour-nuit change, le ratio jour-nuit change au cours de l'année. Ce qui permet à l'arbre de se dire c'est la mauvaise saison qui arrive, il faut que je reprenne mes réserves, ensuite j'ai plus besoin des feuilles, je les fais tomber, etc. Puis pareil au printemps, l'ouverture des bourgeons, la floraison, etc. sont dictées aussi par l'alternance jour-nuit, la majorité des étapes du cycle végétal. Chez les animaux, ça passe par un système hormonal lié à la mélatonine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette hormone. Donc là, on est pleinement concerné. Tous les animaux, en tout cas dans les vertébrés, il y a ce système hormonal. Donc dans le cerveau, on a une glande qu'on appelle la glande pinéale, qui est inhibée par la lumière. Donc elle est reliée aux yeux par des nerfs, et la lumière va bloquer la sécrétion de mélatonine par cette glande pinéale. Et donc,
nous, par exemple, on a un animal diurne. Le jour, on ne produit pas de mélatonine parce qu'elle est bloquée par la lumière du soleil. Et puis, à mesure que le soleil se couche, on va produire de la mélatonine. Et la mélatonine va dire au corps que c'est la nuit. Et comme on est un animal diurne, on associe la nuit au niveau corporel au fait de tomber dans l'endormissement. Tout simplement, c'est l'hormone qui nous permet de nous endormir. Donc là, si on est exposé à des éclairages artificiels avant de dormir, c'est très mauvais. Tablettes, smartphones et tout. Là, on dépasse largement le cas de l'éclairage nocturne extérieur. C'est la lumière artificielle en général. Ça va retarder l'endormissement. En fait, on dit au corps, non, il fait toujours jour, donc c'est pas la peine de commencer à s'endormir. D'autres animaux diurnes sont aussi dans ce cas-là. Vous avez sûrement déjà entendu, peut-être à Gif, ou en tout cas en ville, des merles qui chantent la nuit, des pies qui chantent la nuit, etc. C'est pas normal. C'est des animaux qui sont diurnes, ils devraient dormir la nuit, se reposer. Et donc là, c'est vraiment un cas flagrant de la désynchronisation des animaux. Alors pour résumer un peu cette histoire de pollution lumineuse pour la biodiversité, du point de vue de la forme, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé dans les médias historiquement du halo lumineux, donc c'est le phénomène que vous avez en bas à droite, le fait que la lumière va masquer les étoiles. Donc vous avez vu, j'en ai parlé beaucoup, c'est effectivement un phénomène qui concerne la biodiversité. Les oiseaux, par exemple, se dirigent avec les étoiles, on en a parlé pour plein d'espèces. Le fait de ne plus voir le ciel étoilé, c'est un problème. Mais pour la biodiversité, le problème est beaucoup plus large que ça. Il y a des espèces qui sont aquatiques, où la lumière va pénétrer dans l'eau. Il y a des espèces qui vivent au sol, donc qui vont être impactées par le fait qu'on éclaire une surface au sol. Donc il y a plusieurs formes possibles de pollution lumineuse et il ne faut pas réduire la pollution lumineuse à simplement un problème de ciel étoilé. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus large que ça, notamment ne serait-ce que l'éblouissement. Quand on a des systèmes de vision très, très, très sensibles adaptés à la pénombre, comme c'est le cas des espèces nocturnes, probablement que de regarder un lampadaire, ça peut créer des lésions, pourquoi pas même irréversibles, de la rétine. On a peu de connaissances là-dessus, mais déjà nous, quand on regarde un spot dans les yeux, on n'aime pas ça. Et pourtant, on est un animal de jour qui est capable d'absorber pas mal de lumière. Donc si on a une chouette ou autre, c'est sûrement très pénalisant. Donc voilà, il y a plusieurs effets, directs, indirects, à l'échelle locale ou globale. Alors maintenant qu'on a vu le problème, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un problème, on va voir comment on peut faire pour essayer de le résoudre. Alors la bonne nouvelle que j'annonce tout le temps, c'est que la pollution lumineuse est réversible. Donc c'est vraiment un atout de cette pollution. Ce n'est pas le cas des autres pollutions. Si on prend la pollution d'un sol par exemple, aux métaux lourds, à ma connaissance, on ne sait pas bien dépolluer un sol, c'est-à-dire vraiment effacer la pollution. On peut décaper le sol, mais du coup on transporte la terre ailleurs, en fait on transporte la pollution. On peut utiliser des végétaux qui vont concentrer les métaux, mais qu'est-ce qu'on fait après des végétaux? C'est pas vraiment au point pour vraiment effacer la pollution. Alors que la pollution lumineuse, c'est facile. Si on éteint la lumière, c'est une onde, au moins en partie, donc elle part dans l'univers. En quelques secondes, il n'y a plus de lumière. Donc ça, c'est un point très positif qui nous force aussi à agir. On a vraiment la possibilité de retrouver une nuit de qualité quasiment, instantanément, si on le veut. Donc ça nous demande de nous interroger systématiquement déjà, c'est vraiment la première règle, sur l'opportunité d'éclairer. Bien souvent, pour l'instant, on ne se posait pas bien cette question, parce que on n'avait pas connaissance des impacts, on n'était pas conscientisé sur le sujet, donc c'était par automatisme, dès qu'on faisait un projet d'aménagement urbain, on mettait des éclairages sans vraiment se demander pour qui, pourquoi, à quelle heure, etc. Donc vraiment la première question, qui qu'on soit d'ailleurs, une collectivité, un particulier ou autre, c'est est-ce qu'on a besoin d'éclairer, pour quel besoin, à quelle heure, combien de fois dans la nuit, à quel niveau il faut éclairer, etc. Mais avant tout, vraiment viser cette sobriété de l'éclairage parce que je pense que j'ai essayé aussi de faire passer ce message-là. Dès qu'on éclaire, on va avoir un impact sur la biodiversité à des quantités de lumière très faibles. Donc ça nous amène à avoir une réflexion que j'appelle la gestion différenciée. Alors, pour ça, je fais un parallèle avec les jardins. Peut-être au début, ça surprend, mais en France, on avait beaucoup l'habitude de gérer les jardins tous de la même façon, à la française, donc très jardinés, avec des pelouses bien rases, des massifs horticoles, etc. Bon, on continue à faire ça par endroits parce qu'il y a un aspect esthétique et patrimonial tout à fait compréhensible, mais aussi il y a d'autres endroits maintenant qu'on laisse en libre évolution parce qu'on a compris que justement, en fait, ça crée des habitats pour la faune, puis voilà, il n'y a pas besoin de tout gérer. Donc pour l'éclairage nocturne, il y a vraiment un parallèle à faire. On n'a pas besoin partout, tout le temps, du même type d'éclairage sur une commune, par exemple. Il y a des endroits où il y a une gare avec un RER qui arrive, on en parlait tout à l'heure, ou un bourg avec une attractivité touristique, économique, etc. Mais ailleurs, il n'y a pas de besoin, il n'y a personne qui passe, c'est même peut-être un espace naturel. Donc là, il faut accepter aussi qu'il n'y ait pas d'éclairage du tout. Voilà, une mise en balance des enjeux.
enjeux. Et donc pour l'instant, ça veut dire plutôt de rehausser les enjeux biodiversité qui avaient tendance à pas être vraiment pris en compte pour avoir une gestion différenciée à l'échelle d'un territoire. Donc pour ça, on peut jouer sur plein de façons de gérer l'éclairage que je rassemble sous forme de 3 axes. Donc il y a un axe technique, on va en parler un peu, c'est assez technique, mais bon, c'est intéressant aussi de vous sensibiliser à ça, parce que le fait de choisir certaines sources lumineuses plutôt que d'autres, ça va pas avoir le même impact sur la biodiversité, parce qu'on va pas avoir les mêmes couleurs, par exemple, dans la lumière. Ensuite, il y a un axe temporel évident, hein, donc à quelle heure on éclaire, combien de temps, donc voilà la durée et la longueur de l'éclairage. Et puis un axe spatial qui est concrètement où est-ce qu'on met ces points lumineux, notamment par rapport aux espaces naturels, aux habitats qui sont recherchés par la faune, etc. Alors un point sur la réglementation, puisque en fait en France, peut-être que vous le savez, il y a une réglementation sur les nuisances lumineuses qui n'est pas d'ailleurs toute récente, elle a à peu près 10 ans, hein, ça date du Grenelle de l'environnement, où les enjeux donc de préservation de la nuit, hein, globalement, les nuisances lumineuses ont été mis sur la table et donc intégrées au Code de l'environnement, y compris par rapport aux aspects faune-flore, hein, pas que consommation énergétique. Alors ensuite, il y a toute une série de décrets et d'arrêtés qui ont été publiés depuis donc les lois Grenelle de 2009-2010. Par exemple, il y a un décret sur les enseignes et les publicités lumineuses qui date de 2012, donc j'en reparlerai après. Un arrêté ministériel sur les vitrines, les bâtiments non résidentiels, donc par exemple bâtiments communaux mis en valeur par la lumière, et les bureaux, qui date de 2013. Alors cet arrêté-là, il a été abrogé, mais non pas parce qu'il y a eu un recul dans la réglementation, c'est juste qu'il a été intégré dans un arrêté plus récent, qui est paru en décembre 2018. Entre-temps, il y a eu également la loi biodiversité, hein, la reconquête de la nature et des paysages, en 2016, qui a également modifié le Code de l'environnement dans plusieurs aspects liés à l'environnement nocturne. Donc des choses qui sont peut-être, voilà, ça peut paraître cosmétique, mais qui sont intéressantes. Par exemple, l'article du Code de l'environnement qui dit que chacun doit prendre part à la protection de l'environnement. Maintenant, il est écrit y compris nocturne. Voilà, c'est une sorte de, je dis ça souvent, discrimination positive par rapport à l'environnement nocturne, puisqu'il était pour l'instant complètement absent. Aussi l'article du Code de l'environnement qui liste les biens communs de la nation, donc l'eau, les sites, les paysages, etc. Maintenant, les paysages sont il précisait que les paysages peuvent être aussi diurnes et nocturnes. Voilà. Donc c'est une sorte de rappel, hein, grâce à la loi biodiversité, de la dimension nocturne de l'environnement, entre autres. Hein. Et donc en 2018, ça a été un gros tournant assez récent. Il faut le dire, hein, l'État a été condamné par le Conseil d'État pour défaut de réglementation justement sur la pollution lumineuse parce que des ONG ont attaqué l'État et ont gagné. Et donc le ministère de l'Écologie a produit 2 arrêtés ministériels. Donc, un premier qui liste des sites astronomiques à valeur nationale sur lesquels il y a des mesures plus strictes qui s'appliquent. Et puis un arrêté assez général qui fixe des prescriptions techniques pour les différentes catégories de l'éclairage. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans trop complexifier, parce que c'est assez technique, mais bon voilà, c'est quand même un point important. Alors si je reviens juste pour l'instant au décret sur les enseignes et les publicités lumineuses, donc lui date de 2012. En fait, voilà, peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais globalement, il est demandé d'éteindre les enseignes et les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Alors après, il y a des nuances en fonction de la taille des communes, par exemple pour les publicités, si donc il y a un règlement local de publicité, etc. Mais bon, la règle générale, c'est quand même globalement l'extinction entre 1h et 6h du matin, surtout que depuis 2018, le délai de mise en conformité est échu. Hein. On avait un délai de 6 ans pour que les anciennes enseignes lumineuses se mettent aux normes et puissent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Et donc maintenant, ce délai est terminé. Toutes les enseignes, qu'elles soient neuves ou pas, sont concernées. Alors par contre, ce décret ne parle que de prescriptions temporelles. Vous allez voir que l'arrêté ministériel de 2018, lui, fixe des prescriptions techniques sur la quantité de lumière, la couleur de la lumière, etc. Pour les enseignes et les publicités lumineuses, pour l'instant, il n'y a aucune restriction. Voilà, ce qui est un gros manque, hein, puisqu'on voit donc se développer beaucoup de panneaux lumineux de toute taille, avec des choses qui défilent en couleur, etc. Pour l'instant, ce n'est pas réglementé. Il y a juste une demande d'extinction. Alors après, pour l'arrêté ministériel de 2018, donc voilà les catégories qui sont concernées. Donc bon, il y a les enseignes et publicités lumineuses, je les ai remises parce qu'on vient de parler du décret, mais voilà, elles sont à part, hein, vous avez compris. Toutes les autres, elles sont concernées par l'arrêté ministériel de 2018. Donc c'est des catégories qui vont de A à G.
Et ça, c'est déjà un premier point intéressant de la réglementation française, c'est qu'elle passe par les usages de l'éclairage et non pas par les propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie, par exemple la A, c'est les éclairages de sécurité des déplacements, des personnes, sécurité des biens, etc. Donc tout ce qui est éclairage vraiment fonctionnel. Et ça comprend à la fois l'éclairage de rue d'une commune, par exemple, éclairage public, mais aussi l'éclairage d'un particulier autour de sa maison, à l'entrée de son garage. L'éclairage d'une copropriété, par exemple, les allées dans une copropriété, ça correspond à la catégorie A, c'est le cheminement piéton, la sécurité des personnes et des biens. Donc là, peu de gens le savent, parce que souvent on a l'impression qu'il n'y a que l'éclairage public qui est réglementé, mais non, les copropriétés, les particuliers sont aussi concernés par cette réglementation, notamment par la catégorie A. Bon, après, je ne vais pas vous faire toutes les catégories, mais il y a la mise en valeur des monuments, des parcs et jardins, il y a les chantiers, il y a les éclairages qui sont événementiels, donc limités dans le temps par rapport aux festivités, les structures sportives, etc. Et donc pour chacune de ces catégories, il y a des prescriptions, des seuils entre guillemets qui sont fixés maintenant par l'arrêté ministériel. Alors si on reprend un peu les trois axes que j'évoquais tout à l'heure pour balayer un peu ces prescriptions, donc il y avait l'axe spatial, je vous disais, dans les trois axes de gestion de l'éclairage. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment chercher une gestion différenciée, essayer d'avoir une sorte de planification de l'éclairage à l'échelle d'une commune, par exemple, pour voir les zones où il y a besoin d'éclairage, les zones où il ne faut pas d'éclairage parce qu'il y a des enjeux de biodiversité. Et donc, voilà, essayer d'avoir une approche nuancée en fonction du territoire, avec une vigilance sur certains sites, notamment, il y a des conflits entre guillemets d'usage, il y a des sites qui sont souvent mis en valeur par la lumière, les clochers, les ponts, etc., parce qu'il y a un intérêt architectural, patrimonial, mais c'est aussi des sites pittoresques qui sont souvent recherchés par la faune nocturne, que ce soit les chouettes, les chauves-souris, parce qu'il y a des anfractuosités, il y a un clocher, etc., donc ça fait des cachettes, des gîtes, et ces espèces recherchent plutôt l'obscurité, donc il y a des travaux qui montrent que dès qu'on éclaire un clocher, même si c'est partiellement et pas l'ensemble du monument, on diminue quand même assez drastiquement la présence de colonies de chauves-souris. Donc ça, voilà, c'est vraiment des sites sur lesquels pour l'instant, il reste encore un peu des conflits parce que la réglementation, évidemment, n'interdit pas de mettre en valeur des bâtiments. Ensuite, il y a une grosse avancée dans l'arrêté ministériel, c'est par rapport aux surfaces en eau. Donc ça, c'est aussi un point qui, pour l'instant, est très méconnu, mais on n'a plus le droit d'éclairer directement les surfaces en eau. Donc les cours d'eau, les mares, les bassins, les étangs, etc. Ça vaut aussi pour la partie maritime du littoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, s'il y a une route, par exemple, qui borde un cours d'eau, il faut faire en sorte que les éclairages ne soient pas directement visibles depuis le cours d'eau. Donc typiquement, je ne sais pas si c'est un poisson, un oiseau qui est sur l'eau, etc. Il ne doit pas justement voir directement la source lumineuse pour ne pas être ébloui et ne pas avoir de lumière qui lui parvienne directement. Après, s'il y a de la lumière ambiante qui est réfléchie et qui arrive au cours d'eau, ça c'est permis, mais on ne peut pas éclairer directement les cours d'eau ou les mares ou les bassins. Et ça, c'est une mesure vraiment forte parce qu'elle s'applique à toutes les catégories d'usage de l'éclairage. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les catégories de A à G, donc ça concerne aussi bien la mise en valeur, les éclairages de sécurité, etc. Et en plus, c'est une mesure qui est rétroactive, puisque, je ne l'ai pas dit, mais l'arrêté ministériel a été publié en décembre 2018, et ces mesures s'appliquent à partir du 1er janvier 2020, donc pour les nouveaux éclairages. La plupart du temps, après, il y a même un échéancier qui va parfois plus loin, mais la première date, c'est 1er janvier 2020. Mais il y a des mesures génériques, et typiquement, les cours d'eau, donc ça s'applique à tous les éclairages qui étaient déjà en place ou pas avant la parution de l'arrêté. Alors sur l'axe temporel, donc là, la consigne générale, c'est vraiment d'éclairer le moins possible dans le temps, de limiter vraiment aux usages, passage d'une personne, d'un véhicule ou autre. La réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Donc on a vu déjà pour les enseignes et les publicités lumineuses, c'est entre 1h et 6h du matin qu'il est demandé d'éteindre dans le cas général. Pour les parcs et jardins aussi, maintenant, il y a une extinction qui est demandée à 1h du matin, donc ça c'est depuis l'arrêté de 2018. Pour les vitrines, les bâtiments non résidentiels et les bureaux, ça, c'est depuis 2013 même, donc l'arrêté ministériel qui a été abrogé, dont je vous ai parlé, qui date de 2013. Donc depuis 2013, il est demandé d'éteindre entre 1h et 7h du matin, ou 1h après la fermeture et jusqu'à 1h avant l'ouverture, les vitrines, les commerces, etc. Donc pour les bureaux, par exemple, c'est la lumière qui est à l'intérieur des bâtiments, mais qui va vers l'extérieur. On a des exemples de bureaux à la Défense ou autres qui restent allumés toute la nuit, même quand il n'y a personne. Voilà. Et par contre, il faut le savoir, il n'y a pas d'obligation d'éteindre l'éclairage public de rue en cœur de nuit. C'est vraiment pas une obligation, ça ne s'inscrit pas dans la réglementation. Par contre, c'est une mesure qui est mise en œuvre assez massivement en France, notamment par les petites et les moyennes communes, mais parfois au-delà. J'ai entendu là récemment que la ville de Rouen avait commencé à pratiquer l'extinction dans certains quartiers, donc c'est quand même déjà une grande ville.
Donc c'est faisable, hein, y compris dans les grandes villes. Là, on est vraiment sur la gestion différenciée. On imagine mal demain on aille éteindre tout Paris, hein. Par contre, pourquoi pas éteindre une rue, quelques quartiers, voilà, où il n'y a pas de besoin, ça pourrait éventuellement se faire. Donc là, bon, je vous ai mis l'image de la souterraine, donc une ville de la Creuse qui a commencé l'extinction là en novembre dernier, entre 23h30 et 5h30 du matin. Donc une grande ville à l'échelle de la Creuse, puisque c'est 5000 habitants, et ça s'est bien passé. Alors, la difficulté avec cette mesure, en fait, elle est très efficace parce que tout de suite, comme je vous disais, c'est instantané, on retrouve le ciel étoilé dès que les lampadaires s'éteignent, on retrouve une nuit de qualité, donc pour le sommeil, on fait des économies d'énergie, hein, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour la biodiversité, c'est pas évident parce que, je renvoie au problème que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup d'espèces sont actives en début et en fin de nuit. Et les études qui ont regardé ça sur les chauves-souris, par exemple, montrent que finalement, quand on éteint trop tard, en fonction de la saison en plus, hein, si on éteint par exemple à 23h au minuit, quand on est à l'automne, bon après l'hiver les chauves-souris vont être en hibernation, mais si c'est à l'automne elles sont encore actives. Si on éteint à 23h minuit, c'est quand même déjà tard. Donc cette mesure en fait est efficace quand on éteint vraiment très tôt, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis surtout ce qu'elle dit c'est que ça suffira pas, hein. C'est très bien d'éteindre en cœur de nuit, mais il y a un vrai challenge aussi en début et en fin de nuit, parce que c'est là que se concentrent finalement les vrais enjeux entre nous, humains, qui décidons d'allumer pour terminer ou commencer notre activité, et puis la biodiversité qui commence à sortir dès le coucher du soleil et également un peu avant le lever du soleil. Si on prend les chouettes, par exemple, la chouette hulotte, c'est à peu près 20 minutes autour du coucher et du lever du soleil que la chouette hulotte commence à être active. Vous vous rappelez aussi de la chouette de Tegemalm tout à l'heure avec le graphique. En cœur de nuit, finalement, l'oiseau retourne à sa cavité, c'est assez calme. Donc il y a un vrai enjeu en début, en fin de nuit. Voilà. Donc c'est pas pour ça évidemment qu'il ne faut pas faire l'extinction en cœur de nuit, parce que c'est vraiment une mesure de bon sens en plus, hein. Et puis ça sert à beaucoup d'espèces qui n'ont pas encore été évaluées. Là, les études portent uniquement sur les chauves-souris. Sur la flore par exemple, hein, donc on retrouve évidemment tout de suite une phase de repos noire qui est indispensable à la flore, etc. Alors sur l'axe technique, vous vous rappelez, donc troisième axe de gestion de l'éclairage, là il y a plein d'aspects, alors on ne pourra pas tous les passer, mais le premier auquel on pense, c'est déjà la direction des éclairages, hein. Jusqu'à présent on était quand même très habitué aux éclairages boules, donc ceux qui sont en haut à droite, qui éclairent plus le ciel que ce qu'on cherche à éclairer. C'est vraiment le paradoxe, hein. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais en fait on cherche à éclairer un trottoir en éclairant plus le ciel que le bas. Donc ça, c'est proscrit. Maintenant, l'arrêté ministériel, par exemple, dans la catégorie A, hein, donc les éclairages de déplacement, demande à ce que d'ici à 2025, tous les éclairages qui ont plus de 50% de lumière au-dessus de l'horizontale soient changés. Donc là, c'est évidemment le cas des boules. Donc ça, normalement, ça doit disparaître au plus tard en 2025. Et puis, de manière plus générale, pour les nouveaux éclairages, comme je vous disais, à partir du 1er janvier 2020, donc maintenant, il y a l'obligation de ne pas avoir trop de lumière qui part au-dessus de l'horizontale, mais trop, c'est vraiment déjà même très faible en fait, hein. L'arrêté ministériel impose une limite de 4%. Donc quand on a un éclairage qui est installé, il ne faut pas qu'il y ait plus de 4% de la lumière au-dessus de l'horizontale. Donc ça permet vraiment de ramener la lumière vers le sol. Là où on garde encore un problème, entre guillemets, c'est pour tous les éclairages de mise en valeur. Donc c'est la catégorie B de l'arrêté ministériel, qui n'est pas réglementé par rapport à cette direction des éclairages. Et donc là, il est toujours autorisé d'avoir de la contre-plongée, par exemple, que ce soit sur des arbres ou sur des monuments, etc. Donc là, ça pose vraiment question, mais voilà, c'est une partie difficilement réglementable parce que y a une dimension artistique, etc., qui est compréhensible, hein, mais pour la biodiversité, c'est le plus néfaste, la contre-plongée, hein, c'est sûr. Et après, l'autre enjeu du moment, c'est la composition de la lumière. Donc la couleur de la lumière, hein. Vous savez, la lumière c'est une onde, mais bien souvent en fait c'est un faisceau d'ondes. Donc nous on voit une lumière, par exemple une lumière blanche. À l'intérieur en fait il va y avoir plus ou moins de telle ou telle couleur. On appelle ça le spectre lumineux. Et puis après en fonction justement de la proportion de telle ou telle couleur, on peut avoir des lumières qui soient carrément colorées, bleues, violettes, etc. Alors ça c'est un vrai enjeu parce que pour la biodiversité, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois, la lumière ne sert pas que à voir. On a vu que ça servait à synchroniser les êtres vivants avec l'extérieur, mais ça sert aussi à activer et inhiber plein de fonctions biologiques. La croissance, la sécrétion de telle ou telle hormone, etc. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que en fonction donc des espèces, des groupes biologiques, chauves-souris, poissons, etc., c'est pas les mêmes couleurs de la lumière qui vont activer ou inhiber ces fonctions. Donc ça, c'est une connaissance qu'on n'a pas encore complète, hein, mais il y a des travaux comme ça qui ont été faits, que j'ai synthétisés, où on a les impacts par couleur et par groupe biologique.
Et donc là, bon, ça se voit peut-être pas trop sur le graphique, mais finalement, en fait, déjà, bon, on se rend compte qu'il n'y a pas de couleur idéale, entre guillemets, hein. Je répète, dès qu'on éclaire, quelle que soit la couleur, on va avoir un impact, hein. Il y a forcément un groupe biologique qui va être impacté, mais la zone du jaune-orange transparaît comme étant la zone qui est la moins utilisée en fait par les animaux, donc la moins pénalisante. Donc le fait d'éclairer en jaune-orange, c'est entre guillemets le moins pire. Donc c'est la préconisation des écologues en fait, hein, c'est quand on met des éclairages, d'avoir des éclairages avec un spectre étroit, donc ne pas avoir toutes les couleurs. Typiquement quand on a du blanc, c'est qu'à l'intérieur justement on a toutes les couleurs en proportions différentes, mais globalement on a toutes les couleurs. Donc plutôt privilégier des spectres étroits et si possible plutôt dans le jaune-orange. Alors pourquoi c'est un enjeu? Parce que il y a plusieurs façons de produire de la lumière, hein. Sans faire un cours d'éclairagisme, en gros il y a 3 grandes catégories de lampes. À gauche, c'est les lampes à incandescence. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les lampes avec un filament. Bon, ça n'existe plus maintenant. Hein, c'est plus commercialisé. Le courant passait par un filament, ça faisait un échauffement, ça produisait de la lumière. Après, il y a la catégorie des lampes à décharge. Donc ça, on en a encore beaucoup dans le parc d'éclairage public, et notamment les éclairages à sodium, qui produisent justement une couleur orange. C'était complètement le hasard. Hein, ça n'avait pas été choisi pour ça à l'époque. Mais en termes de couleur, c'est ce qu'il faut faire. C'est le moins pire. Et puis, la troisième catégorie maintenant, qu'on voit apparaître depuis quelques années déjà quand même, c'est les LED. Donc là, on change complètement d'univers, il n'y a plus d'ampoule à proprement parler. Parce que pour les lampes à décharge, si on appelle ça à décharge, c'est qu'il y a une ampoule qui est remplie d'un gaz, donc là par exemple le sodium, et ce gaz va réagir à une décharge électrique en produisant des photons, de la lumière, et donc en fonction du gaz, la lumière, les photons vont vibrer telle ou telle longueur d'onde, donc la lumière aura telle ou telle couleur. Pour le sodium, c'est plutôt du jaune-orange. Pour les LED, donc c'est plus du tout la même chose, c'est des composants électroniques, des puces. Et donc la façon dont on construit maintenant les éclairages, c'est qu'on part d'une LED bleue, monochrome bleu, et on filtre cette lumière bleue par une matière jaune, qui est globalement à base de phosphore, donc des terres rares. Et puis ça fait ce qu'on appelle dans le jargon éclairagiste un ajustement chromatique, et donc la lumière bleue traversant une matière jaune devient blanche. Voilà, c'est un peu la magie du mélange des couleurs. Et donc, en fait, le spectre lumineux d'une LED, c'est celui que vous avez en haut à droite, où on a un pic de bleu, alors, qui est plus ou moins fort, justement, on va y revenir, c'est tout l'enjeu du moment. Mais néanmoins, il y a du bleu parce qu'on part de la LED bleue. Et puis ensuite, le reste des couleurs est apporté par la filtration au phosphore. Donc nous, on voit du blanc en sortie, mais en fait, à l'intérieur de la lumière, il y a du bleu. Hein. Et donc les LED qu'on a installées il y a quelques années, d'ailleurs, étaient plutôt froides, hein, avec une forte proportion de bleu. Là, maintenant, on va voir que la réglementation, justement, fixe un seuil de limite de bleu à avoir dans le spectre, hein, pour faire simple. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des LED installés, mais vous en avez plein dans les rues de Gif, là j'ai vu du coup. Si vous allez voir en journée, vous allez voir des puces jaunes. Hein. Voilà. En fait c'est le phosphore, hein, c'est la couche de filtration qui est sur la LED. C'est vraiment ce mécanisme, hein, la couche qui filtre la LED bleue qui est derrière que vous ne voyez pas du coup. Donc ça, voilà, la réglementation maintenant fixe une limite de température de couleur. Donc pour faire simple, la température de couleur, c'est la proportion de bleu ou de rouge dans le spectre. Est-ce que la lumière va être plutôt chaude ou plutôt froide? Et comme vous l'avez compris, donc le bleu, c'est quand même plutôt néfaste. Hein, c'est la lumière qui va attirer beaucoup les insectes. C'est la lumière aussi qui va bloquer la production de mélatonine chez nous, par exemple. Donc c'est une lumière qu'on ne veut pas trop avoir dans le spectre. Et donc la réglementation fixe la limite à 3000 Kelvin, puisque la température de couleur s'exprime en Kelvin. C'est-à-dire que c'est un blanc qui est plutôt neutre, voire un peu chaud, un peu tirant vers le jaune. Voilà. Et puis on voit des expérimentations carrément de LED qui sont ambrées, donc qui sont vraiment orange. Donc ça, c'est pas inintéressant parce que on garde l'avantage des LED, donc le fait que c'est des composants, donc assez facilement pilotables, économes en énergie. Et puis en même temps, on a la couleur orange qu'on avait avec le sodium, qui est, comme je disais, la moins pire entre guillemets pour la biodiversité. Et donc là à gauche, vous avez par exemple sur la métropole de Nice-Côte d'Azur une gestion différenciée typiquement en fonction des enjeux chauve-souris sur le territoire. Ils préconisent des LED plus ou moins chaudes, plus ou moins tirant vers le orange. Voilà. Donc pour aller même au-delà de ce que demande la réglementation. Là, vous avez le sabot chromatique, ce qu'on appelle le sabot chromatique, qui permet de comprendre que si on part du bleu et puis on filtre par le jaune qui est en face, en fait, on retombe au centre qui est le blanc. Voilà. Alors pourquoi on a choisi ça? C'est parce que c'est la LED bleue qui est la plus efficiente en termes d'économie d'énergie, justement. C'est vraiment ça qui a dicté la formation des LED telle qu'on la connaît aujourd'hui. On aurait très bien pu partir peut-être du rouge et filtrer par une matière verte, si tant est que ça existe, et on aurait fait du blanc, mais on n'aurait pas eu tous ces problèmes liés, par exemple, à la lumière bleue, chronobiologie et autres. Voilà. Bon, voilà, c'est pour refaire un peu l'histoire.
Donc je fais quand même un petit focus sur les LED parce que c'est vraiment l'enjeu du moment. Alors comme toujours, c'est jamais blanc ou noir, hein. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est économe en énergie, hein. C'est pour ça que ça a été développé, on consomme moins d'électricité. C'est pilotable assez facilement, c'est des composants électroniques, hein, donc on peut les mettre en réseau, les piloter à distance, ça ouvre des perspectives vraiment énormes, hein. On a des cas déjà d'expérimentation où on a déjà des détecteurs de présence par exemple, hein, y compris sur les routes, hein. Le passage d'une voiture va allumer la route, puis ensuite la route s'éteint, etc. Même ça peut être plus poussé que ça, des habitants qui eux-mêmes allument l'éclairage devant chez eux avec leur smartphone. Voilà, ça ouvre plein de perspectives pour limiter l'éclairage dans le temps, donc ça c'est un vrai gain. La lumière est plus ciblée, donc on déborde moins sur les milieux naturels adjacents. C'est une lumière qui est plus carrée. Par contre, en face, il y a pas mal d'inconvénients quand même, hein, et notamment pour la biodiversité. Donc la forte proportion de bleu, alors plus ou moins forte, hein, comme vous avez compris, maintenant on a une limite quand même liée à la réglementation qui fait qu'on ne peut pas avoir une lumière qui soit trop riche en bleu. Les risques d'éblouissement, ça c'est un peu le revers de la médaille au fait que la lumière est plus ciblée, c'est que du coup elle est plus concentrée, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé justement des LED allumés cette fois-ci, moi en tout cas ça me fait ça, j'ai la plaque des puces qui me reste dans l'œil plusieurs secondes après, il y a une persistance rétinienne très forte. Bon voilà, ça c'est vraiment l'éblouissement, ce qu'on appelle la luminance qui est très forte et donc potentiellement pour la faune nocturne c'est très handicapant. Un effet papillonnement, alors nous on ne le perçoit pas à l'œil humain parce que justement les LED sont fabriqués de telle sorte que nous on ne le ressente pas, mais en fait la lumière elle vacille, on appelle ça un scintillement, un papillonnement ou l'effet flicker aussi, on appelle ça comme ça, et on est en train de travailler là-dessus pour savoir si certains animaux ne seraient pas eux sensibles à cette lumière-là, puisque en fait ça dépend de chaque espèce, hein, en fonction de si on voit une lumière qui est clignotante ou continue, c'est en fonction des capacités de vision. Et puis le dernier effet qui n'est pas les moindres, c'est l'effet rebond. Puisque comme ça consomme moins, le travers, hein, généralement, c'est qu'on en met plus. Donc l'effet rebond, c'est quelque chose d'assez général, hein, qui dit que quand on améliore l'efficacité d'une technique, d'une technologie, bien souvent, en fait, on ne gagne pas au niveau global. Au contraire, on en profite pour faire plus de choses et donc pour polluer davantage en ce qui concerne la pollution lumineuse. C'est-à-dire que point lumineux par point lumineux, effectivement, ça consomme moins, mais du coup, on se dit, tant qu'à faire, du coup, on peut en mettre plus qu'avant, tout en consommant moins, hein. Il y a des cas où, effectivement, on a vraiment fait des économies d'énergie en rajoutant des points lumineux, hein. Et donc, si on fait ça, on n'a pas gagné pour la biodiversité, puisque finalement, on a rajouté de la lumière ailleurs, quoi. Et puis je pousse le raisonnement aussi encore plus loin, puisque là vous êtes, je pense pour la plupart d'entre vous, des citoyens, des habitants. Donc c'est un peu mon dada en ce moment, c'est la démocratisation de l'éclairage. Parce que là on a quand même pas mal parlé d'éclairage public, hein, mise en valeur des monuments, éclairage de rue et autres. Mais en fait maintenant tout le monde peut être générateur de pollution lumineuse très facilement, sans le vouloir, hein. C'est pas mal intentionné, mais on peut acheter dans les magasins de bricolage, sur internet ou autres, des lampes qui coûtent pas cher à l'achat, vous voyez, 15 €, qui sont à détecteur de présence, donc ça c'est plutôt bien, elles vont s'allumer que quand il y a des gens qui passent, sauf que souvent les détecteurs sont mal réglés, ça s'allume quand il y a un chat qui passe par exemple, ou quand il y a le vent qui fait bouger l'herbe, etc. Ça consomme pas d'électricité, donc on se dit voilà, c'est écolo, même des fois c'est presque vendu comme ça, sauf que du coup on se retrouve avec une multiplication de points lumineux importante à des endroits où il n'y en aurait pas eu, parce que s'il n'y avait pas eu cette technologie-là, on aurait dû tirer une ligne électrique, installer un éclairage fixe, etc. Ça aurait été compliqué au milieu du jardin, on l'aurait pas fait, on aurait trouvé une autre solution, on se serait passé de lumière, c'est pas grave. Là, comme c'est faisable, on met du balisage, on met plein de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment la tendance qui m'effraie un peu, parce que finalement on a une facilité maintenant grâce à la technologie qui ne nous incite pas à la sobriété lumineuse. Et donc, pour terminer sur ce schéma de synthèse de recommandation qui est issu du guide Trame Noire, donc je vais vous parler un peu de la Trame Noire à proprement parler, ce fameux réseau écologique qu'on cherche à mettre en œuvre au niveau national. Là, c'est un schéma de synthèse justement des préconisations qu'on émet dans le cadre de la Trame Noire. Encore une fois, la sobriété de l'éclairage avant tout. Est-ce qu'on a besoin d'éclairer ou pas? Il y a souvent des alternatives, hein, des éclairages passifs, ou alors notre smartphone, hein, typiquement si c'est juste pour rentrer chez soi ou sortir la poubelle, on a tous des lampes maintenant intégrées au smartphone qui sont assez puissantes. Et puis si on décide de mettre un éclairage fixe, hein, évidemment ça peut se comprendre, à ce moment-là, de réduire l'éclairage dans le temps, d'éclairer uniquement la surface utile, d'utiliser plutôt des lumières chaudes, hein, on l'a vu, des spectres plutôt dans le jaune-orange, de ne pas éclairer les milieux naturels adjacents. Donc je rappelle que pour la réglementation, l'éclairage des cours d'eau maintenant est proscrit. C'est pour ça que nous, dans notre schéma, on a mis les éclairages plutôt contre le cours d'eau, pour qu'éventuellement la lumière aille en face, mais pas vers le cours d'eau.
à des quantités de lumière juste ce qu'il faut, en réduisant les risques d'éblouissement. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ben non, c'est bon. Alors, sauf que par contre, j'ai pas dit que ça peut aller aussi jusqu'à supprimer des points lumineux. Faut pas s'en priver. Hein. Si finalement on se dit, ben en fait, bon, on a installé ce point lumineux à l'époque parce qu'on se posait pas trop la question, mais finalement on se rend compte qu'il n'est pas utile. Il y a des communes aussi qui suppriment les points lumineux, hein, déposent carrément le matériel, ça existe. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la trame noire, donc il y a ce guide qu'on a publié dans le cadre de l'Office français de la biodiversité, donc qui définit déjà ce que c'est que la trame noire, qui rassemble des retours d'expérience, des méthodes pour identifier la trame, pour gérer l'éclairage nocturne, donc avec tout ce qu'on a vu précédemment, hein, ça fait partie de ce guide-là aussi sur la gestion de l'éclairage. C'est disponible en ligne. Donc la trame noire, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau écologique qui vient vraiment de la trame verte et bleue, mais pour la partie nocturne. Donc on cherche à identifier à la fois des réservoirs de biodiversité, des cœurs de nature, on va dire, et des corridors qui vont relier ces cœurs de nature. Mais là, on le fait pour les espèces nocturnes, donc pour différents milieux, la forêt, les milieux humides, etc., mais la nuit. Donc il faut que ces milieux soient avec une obscurité suffisante, un critère qu'on ne prenait pas en compte jusqu'à présent dans la trame verte et bleue. Donc on a la trame verte et bleue, la trame noire, qui se font un peu miroir comme ça entre la partie diurne et la partie nocturne. Donc en France, il y a quand même pas mal de projets maintenant de collectivités qui ont été menés, qui sont même terminés pour certains. Parce qu'effectivement, les 2 grands types d'acteurs moteurs, c'est les collectivités, donc métropoles, villes, et puis les espaces naturels, parcs naturels régionaux, parcs nationaux. Donc vous avez par exemple les parcs naturels régionaux du Massif central qui sont très moteurs, les parcs nationaux comme les Pyrénées, le Mercantour, etc. Et puis pas mal de métropoles, donc pour en citer quelques-unes, il y a Nantes, il y a Limoges, il y a Lille, il y a Amiens, il y a Strasbourg, etc. Donc ça, c'est des collectivités qui ont vraiment identifié une trame noire sur leur territoire. Donc déjà, les parties qui sont encore suffisamment noires et qui sont à préserver telles quelles. Et puis les espaces qui sont dégradés, avec une obscurité dégradée, qui sont à restaurer, avec donc du coup toute la palette d'outils de gestion de l'éclairage qu'on a vu précédemment. Voilà, et je termine sur cette motion aussi. Donc j'étais à Marseille au Congrès mondial de la nature début septembre. Donc le congrès organisé par l'UICN, qui était organisé pour la première fois en France. Donc un gros congrès mondial dans lequel il y a des motions qui sont votées. Et donc on a porté avec le muséum une motion sur la pollution lumineuse qui a été votée très très largement. Donc ça c'est vraiment positif, qui est quand même assez ambitieuse, qui pose vraiment le constat déjà d'une grosse dégradation de la nuit à l'échelle mondiale et qui fixe plein de préconisations. Alors ça reste une motion, c'est pas du tout une réglementation mondiale, mais une motion, ça a quand même vocation après à alimenter des plans de stratégie de l'UICN, de pas mal d'organismes à l'échelle mondiale et ensuite nationaux dans les différents pays du monde. Donc peut-être que ça va aussi contribuer un peu à faire bouger les choses. Voilà, en tout cas on l'espère. Je crois que j'ai terminé. Oui. Merci de votre attention.